Alors, on a déjà parlé de beaucoup de choses et on n'a pas toujours touché à notre sujet d'aujourd'hui qui est la procédure pour vous acheter un real estate ici aux États-Unis. Donc, la vidéo ici sera longue. C'est possible que ce soit deux vidéos et je vais vous demander de regarder la première partie et de regarder aussi la deuxième partie. Donc, quand vous terminez la première partie, à la fin, je vais essayer de link la deuxième partie. Donc, suivez un peu comme ça. Et si vous commencez déjà la vidéo à la deuxième partie, essayez de rentrer dans la première partie, comme ça vous allez un peu comprendre ce qui se passe. Donc ici maintenant aux États-Unis, quand vous voulez vous acheter un bien immobilier, vous devez partir maintenant chez les banques. Les banques maintenant, il y a plusieurs programmes qui vous permettent de vous acheter une maison. Mais ici, on va parler un peu de... Il y a quatre grands programmes, en fait. Il y a un programme qu'on appelle VA. Si vous êtes peut-être un vétéran, vous étiez dans l'armée ou bien vous étiez dans le National Guard, des histoires comme ça. Si vous étiez un vétéran de l'armée, il y a un programme que les banques vous offrent. Et dans ce programme-là, vous avez certains bénéfices parce que vous êtes un vétéran. Le deuxième programme, il y a un programme qu'on appelle USDA, je crois. Je crois que c'est ça le nom, USDA. Et ça, c'est pour les gens qui veulent s'acheter des terres agricoles. Si vous êtes un Congolais ou bien vous êtes un Africain, vous voulez vous acheter une terre agricole ici aux États-Unis, vous partez chez les banques et vous allez maintenant parler de ce programme-là de USDA. Ce sont des loans qui sont spécialisés dans le domaine de l'agriculture pour s'acheter des terres et tout ça pour le farming ou bien l'élevage et tout. Donc ça, ce sont déjà les deux loans. De l'autre côté, vous avez un programme qu'on appelle FHA. Et ce programme-là, c'est un programme qui est pour les personnes qui comptent s'acheter une maison pour la première fois. Mais ce qui est particulier avec ce programme, ce n'est pas seulement le fait que vous vous achetez la maison pour la première fois. On va parler un peu en détail de les bénéfices ou bien la procédure pour ce programme ici de FHA. Parce que c'est vraiment dans ça que la plupart des Africains vont un peu se retrouver. Si on parle des autres programmes comme l'agriculture, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'Africains ici aux États-Unis qui ont envie d'entrer dans l'agriculture, à moins que vous habitez peut-être à Omaha ou bien à Nebraska, quelque part là-bas, ou bien à Idaho. Là, vous voulez, ou bien à l'extérieur un peu dans les campagnes, là où vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Ou bien si vous voulez vous acheter un homestead. Le homestead, ce sont des maisons où vous comptez construire une maison devant et derrière, vous voulez faire peut-être une ferme. Si vous comptez le faire, vous saurez, il y a des terrains, il y a des endroits spécifiques où vous devez construire ce genre de maison. Et je crois que si vous comptez faire ça, je crois que ça peut tomber dans le programme de USDA à cause de tous les farming et l'élevage et tout ça. Mais la plupart des gens vont se retrouver dans le programme de FHA ou bien ils vont se retrouver vraiment dans le programme qu'on appelle le Conventional Loan. Le Conventional Loan, c'est le loan traditionnel. Ça, c'est le standard, le loan traditionnel. Ce n'est pas un programme qui est spécial à une certaine situation. Donc, si vous n'êtes pas dans l'agriculture, si vous n'êtes pas un militaire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va s'acheter une maison pour la première fois, vous allez tomber directement dans le traditional loan. Ça veut dire que la plupart des loans que les gens sont en train de prendre dans les banques. Donc, on va se focaliser ici dans le FHA. Parce que le FHA, comme je disais, c'est là que la plupart des Africains vraiment vont se retrouver. Et je vais quand même des fois parler des autres loans, ou bien des avantages, ou bien des comparaisons avec les autres loans. Mais le goal ici, vraiment, c'est de se focaliser sur la procédure du FHA loan. Ici, quand on parle de procédure, cette procédure-là pour vous acheter un real estate, c'est vraiment... c'est quelque chose de facile et de vraiment simple aux États-Unis. La chose qui est un peu compliquée, c'est les loans. Qu'est-ce que les loans, les requirements, qu'est-ce que le loan est en train d'exiger? C'est la partie vraiment qui est un peu compliquée. La procédure comme telle pour vous acheter une maison aussi aux États-Unis, c'est une procédure qui est vraiment simple. Vous partez peut-être à la banque, une des banques,
Les banques que vous allez choisir ici, au lieu de choisir des banques comme votre banque, comme les Bank of America, les Chase et toutes ces banques, allez maintenant chez les banques qui sont un peu spécialisées dans les histoires des achats de maisons. Ces banques-là, souvent, sont des petites banques qui sont dans votre région. Ce sont des crédits union. Vous partez là-bas et essayez un peu de les parler de ça parce que ces gens sont vraiment spécialisés dans tout ça. Au lieu de partir chez votre banque comme les Bank of America, leur département qui s'occupe de mortgage n'est pas comparable à d'autres petites banques qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine et qui offrent même plus des meilleurs intérêts et tout ça. Donc, allez dans ces banques-là, cherchez ces banques et ce que vous allez faire, la première chose que vous allez faire, vous allez voir combien vous pouvez être qualifié. Est-ce qu'on vous serez qualifié? On appelle ça le pre-qualification. Ça veut dire que vous partez à la banque et vous regardez pour voir si vous pouvez être qualifié pour une maison. Parce que certainement, vous avez regardé sur l'Internet et vous avez trouvé des maisons. Vous avez vu qu'il y a des maisons dans vos quartiers, des maisons dans vos villes. Vous vous demandez maintenant, comment est-ce que je peux acheter cette maison? La maison coûte 200 000 $, la maison coûte 150 000 $, la maison coûte 400 000 $. Vous vous posez la question, est-ce que je peux acheter cette maison? C'est là maintenant que vous devez partir dans la banque, dans leur site, et vous remplissez maintenant leur application et vous les dites que vous donnez toutes les informations qu'ils vont vous donner et vous les envoyez. Il ne faut pas essayer d'aller chercher une maison sans faire cette étape d'abord parce que la plupart des gens qui vont vous montrer, les agents qui vont vous montrer les maisons que vous allez visiter, ils vont vous demander si vous étiez déjà pre-approved ou bien pre-qualified, si vous avez déjà eu une sorte de OK de la banque en amont. Donc, c'est un peu, c'est quoi? On dit en aval ou en amont? Bon, je sais pas. Si vous avez d'abord eu, premièrement, une autorisation de la banque avant de pouvoir commencer à chercher. Parce que si vous n'avez pas eu cette autorisation, pour eux, ils se disent que vous êtes en train de leur faire perdre le temps. Partez à la banque. La banque, maintenant, la banque va vous demander certains papiers. Et on va parler de certaines choses que la banque va vous demander. La plupart des choses, la banque ne va pas vous demander au début. On va vous demander quand même beaucoup de documents, mais ça ne sera pas vraiment très profond. Mais ça sera quand même assez de documents que vous devez un petit paquet que vous devez les envoyer. Et ce sont les histoires normales. Ici, quand vous êtes en train de parler des maisons de 300 000 $, 400 000 $, donc ils doivent être sûrs qu'ils peuvent vous donner cet argent. Donc, ils vont vous poser des questions sur vous, sur votre crédit et des histoires comme ça. Donc ça, c'est un peu la procédure. C'est un peu ça qui va se passer. Vous faites cette procédure ici, la banque va vous répondre et la banque va vous dire peut-être que non, sur base de tout ce que vous nous avez donné, on va dire que vous pouvez être approuvé pour une maison de 300 000 $. Ou bien vous pouvez être approuvé pour une maison de 150 000 $. Ou bien vous pouvez être approuvé pour une maison de 115 000 $. Donc, par rapport à tout ce que vous avez donné à la banque, c'est là qu'ils vont vous dire maintenant combien vous pouvez être qualifié, le montant de votre loan. Une fois que vous avez ce montant, c'est ce papier-là que vous allez commencer maintenant à montrer au real estate agent. On appelle ça approval avec condition. Donc, le pre-approval là que la banque vous donne, ça ne veut pas dire que quand la banque te dit « Ok, tu es pre-qualified pour une maison de 400 000 $, ça ne veut pas dire que quand tu vas partir là-bas, tu vas choisir la maison, la banque va accepter. Ça veut dire que la banque est en train de dire que par rapport à tout ce que tu nous as donné, si on arrive à vérifier toutes ces choses et que tout va bien, tu as le potentiel de pouvoir être approuvé pour ce montant ici. C'est ça le montant que nous, on peut te donner. Si toutes les conditions, tout ce que tu nous as remis ici, sont en train de check toutes les conditions. Donc, c'est ça le pre-approval. Et quand vous partez avec ce pre-approval, vous montrez ça maintenant à quelqu'un d'autre. Vous dites qu'on m'a pre-approval pour une maison de 400 000 $. Et là, la personne qui est en train de vous faire visiter la maison saura que oui, la banque a dit qu'il pourra acheter cette maison. Et là, il se rend confortable pour vous montrer cette maison de 400 000 $. Mais si vous n'avez pas cette lettre-là de la banque, ce serait difficile. Mais c'est toujours possible que si la banque continue à faire les vérifications, parce que cette période-là, c'est une période quand même qui dure, ça peut prendre 30 jours, 60 jours ou bien même 90 jours.
Et cette période-là, si les histoires changent, la banque peut changer d'avis et dire que non, cette situation a changé. Comment tu nous avais dit ça et ça a changé. On ne va plus t'approuver pour cette maison de 400 000. Maintenant, on va t'approuver seulement pour une maison de 100 000. Donc, c'est une pre-approval qui est based on a condition. C'est-à-dire qu'il y a une condition que tu dois remplir si tu veux avoir vraiment le montant que la banque a dit que tu auras. Maintenant, une fois maintenant que tu as visité la maison, c'est fini. Tu visites la maison, tu fais l'inspection, la banque va faire le appraisal pour évaluer la maison. Et une fois qu'ils le font, c'est fini. Toi, il y a les paiements qui se passent et tu achètes la maison. Donc, cette procédure-là, c'est vraiment facile. Et si tu n'aimes pas cette maison, tu pars. Dans tout ça, le coût que tu vas payer, peut-être, ce sera le coût de l'inspection. Parce qu'il y a le coût de l'appraisal pour évaluer la maison et il y a le coût de l'inspection pour inspecter la maison, pour voir si la maison a un problème. Ces deux coûts-là, c'est toi qui es en train de payer ça. Ça veut dire que quand tu regardes les maisons, il faut vraiment faire attention que quand tu es intéressé à une maison, tu es vraiment intéressé à cette maison. Parce que quand tu es intéressé, c'est là maintenant que tu vas payer un inspecteur pour aller regarder et être sûr que tout va bien. C'est là maintenant que la banque aussi va te charger pour le appraisal et ils vont essayer de voir la valeur de cette maison par rapport au montant que toi tu es en train de les demander et voir si c'est quelque chose qu'ils peuvent payer. Donc ces deux histoires-là, ce sont des histoires vraiment qui sont vraiment très importantes. Et quand tu décides de ne pas prendre cette maison parce que tu as changé d'avis et tu cherches une autre maison, tu dois encore payer un inspecteur et tu dois donc ce sont des coûts chaque fois que tu es en train d'aller chercher. Mais ça dépend de toi. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux commencer à faire des inspections partout. Mais c'est mieux de se concentrer, regarder, visiter des maisons. Quand tu es fixé vraiment dans quelque chose de bien, paye un inspecteur et c'est là que continue ta démarche de cette façon. Et si tu aimes la maison, tu vas dire à la banque, et si toutes tes conditions sont toujours remplies, la banque va accepter et tu vas t'acheter la maison. Donc la procédure comme telle, elle n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué maintenant dans tout ça, c'est qu'est-ce qui est dans le paquet là que la banque est en train d'exiger? C'est quoi le FHA? Parce qu'ici, je suis en train de vous dire que ce programme, c'est pour les gens qui s'achètent les maisons pour la première fois. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vous demander? C'est quoi que vous devez remplir comme condition? Et c'est de ça vraiment qu'on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne va pas vraiment parler de la procédure. La vraie procédure, vraiment, c'est tous sont les exigences, les requirements que la banque est en train de vous demander pour pouvoir vous donner maintenant la maison. Et c'est ça la partie qui est intéressante. C'est ça la partie que j'ai envie de partager avec vous. Comme ça va vous aider vraiment à faire votre choix quand vous pensez à vous acheter un bien immobilier aux États-Unis. Et ici, d'abord, il y a quelque chose que je dois un peu préciser. Parce que quand on vous dit que vous devez acheter une maison pour la première fois, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez toujours vouloir acheter la maison pour la première fois et partir chercher un conventional loan. Dans le conventional loan, quand vous voulez acheter la maison pour la première fois, first time home buyer, l'intérêt, je crois, c'est de 3%. Quand vous partez maintenant pour vous acheter la maison là, pour la première fois dans un FHA loan, l'intérêt, je crois, c'est 3,5%. La raison pour laquelle les deux sont bas, c'est parce que les deux prennent en considération que vous avez acheté la maison pour la première fois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui crée beaucoup de confusion parce que la plupart des gens croient que quand vous êtes en train de vous acheter de la maison pour la première fois et que vous choisissez d'avoir un conventional loan, ils croient que vous devez donner 20%. Non, c'est toujours la même chose quand vous vous achetez la maison pour la première fois et que vous décidez d'avoir un conventional loan. C'est possible que vous ayez un down payment de 3% parce que c'est la première fois que vous achetez une maison. La seule différence est que dans le conventional loan, les exigences sont un peu plus. Ça veut dire que les histoires comme le crédit doivent être un peu plus élevées. Ça veut dire qu'il y a certaines conditions ici qui sont un peu plus par rapport au FHA. Le FHA vous donne 3,5%. Mais la raison pour laquelle le loan est flexible, la raison pour laquelle les exigences sont un peu moins que le conventional, c'est à cause du FHA. Le gouvernement a assuré ce loan-là dans le compte de la personne qui est en train de s'acheter.
Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le FHA loan, parce que ce sont les autorités qui sont en train d'assurer ou bien d'assurer ce loan en fait auprès des banques. Et c'est pour ça que vous voyez que les exigences sont quand même moins. Ils disent que le crédit doit être un peu moins, et vous pouvez avoir certaines dettes et toutes ces histoires parce que vous avez cet appui-là du gouvernement. Mais dans le conventional loan, le gouvernement n'est pas en train de vous appuyer. C'est-à-dire que la banque est en train de se baser seulement sur le crédit de la personne qui est devant elle. C'est-à-dire que votre crédit doit vraiment être bien pour que la banque soit confortable. Vous devez faire assez d'argent pour que la banque soit confortable de vous donner ce loan-là à 3%. Donc, comme je disais, si vous devez comparer avec les autres programmes, vous allez voir qu'avec le VA Loan, souvent c'est zero down. Et même avec le USDA Loan, il y a des programmes comme ça où c'est zero down payment. Donc, vous êtes en train de vous acheter quelque chose, mais vous ne donnez rien du tout. Mais ici, il y a quelque chose d'autre aussi qu'il faut ajouter par rapport au FHA. Parce que le FHA, c'est un loan qui a été garanti ou bien qui est assuré par le gouvernement. Mais le FHA, ce n'est pas 3,5% pour tout le monde. Si vous avez un crédit peut-être qui est de 500, parce qu'ici aux États-Unis, la plupart des gens ont un crédit. Et ils ont un crédit score. Et la plupart des gens ont 3 crédits scores. Vous avez un crédit score qui vient d'une compagnie qu'on appelle Equifax. Vous avez un crédit score qui vient d'une compagnie qu'on appelle TransUnion. Et vous avez un crédit score qui vient d'une compagnie qu'on appelle Experian. Donc, ces 3 compagnies sont les compagnies qui publient les crédits d'une personne. Et ces 3 crédits scores sont des fois différents pour la plupart des gens. Souvent, c'est rare de trouver une personne qui a le même crédit pour tous les 3. Il y aura un crédit qui peut-être sera élevé, l'autre sera au milieu et l'autre sera... Donc, ça dépend d'une personne. Mais souvent, ils sont à peu près dans le même range, dans la même échelle. Donc, c'est un peu ça. Ici, aux États-Unis, les gens, c'est à base de crédit. Et ici, quand vous êtes en train de parler du FHA loan, quand je parle du 3,5%, oui, c'est vrai que le FHA loan a un minimum, un petit, ne demande pas vraiment beaucoup de crédit. Mais si vous avez peut-être un crédit qui est de 500 à 579, là maintenant, vous allez tomber dans une catégorie où vous serez obligé de payer 10% de down payment. Pour qualifier dans le 3,5%, votre crédit doit être de 580 jusqu'au-dessus. Donc, si vous êtes à 580, 600, 640, même si vous êtes à 800. Donc, tant que vous êtes au-dessus de 580, c'est là maintenant qu'avec le FHA, vous aurez maintenant ce down payment de 3,5%. Donc, le prix de la maison, si c'est une maison de 100 000 $, vous devez donner 10%, 10 000 $ pour vous acheter cette maison. Mais pour être en mesure de donner seulement 3,5%, votre crédit dans le programme de FHA doit être de 580 jusqu'au-dessus. Donc ça, c'est un peu la différence, la précision que je voulais vous donner, parce que la plupart des fois, quand vous allez entendre parler des gens, vous allez entendre les gens parler du FHA, ils vont vous dire 3,5%, 3,5%. Ils sous-entendent ici que votre crédit est au moins de 580. Mais il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans une situation où leur crédit est vraiment bas. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous êtes dans les 540, c'est là maintenant vous voyez la différence, comment vous devez maintenant arranger votre crédit pour dépasser maintenant cette barre-là de 580 et vous allez bénéficier maintenant de 3,5%. Donc ça, c'était du point de vue crédit et down payment. Maintenant, parlons maintenant de l'argent, votre argent. L'argent maintenant que vous allez utiliser pour payer, pour s'acheter cette maison. D'abord, l'argent que vous devez utiliser, la banque voudra voir 60 jours de statement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez faire la demande, vous voulez qu'ils puissent vous pre-approve pour le loan, ils vont vous demander le statement du mois passé et du mois avant ça. Donc, ils rentrent souvent dans 60 jours. Peut-être il y a des situations, ils vont demander 90 jours, des trucs comme ça. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont analyser vos finances. Dans leur analyse de vos finances, ils vont regarder maintenant si vous avez assez d'argent dans votre compte pour vous acheter maintenant cette maison que vous comptez vous acheter.
Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ils regardent vraiment vos finances. Quand je vous dis ici qu'ils sont en train de vous approuver avec une condition, ça veut dire que les conditions qu'ils ont vues sont des conditions qui sont bonnes. Et si vos finances, il y a quelque chose qui change dans vos finances, ça change directement les conditions. Et quand ça change les conditions, c'est possible qu'ils vous disent que non, vous ne devez plus, on ne va plus approuver ce loan. Ça veut dire que quand vous vous lancez maintenant pour acheter une maison et que vous partez maintenant commencer à parler à la banque, il est important que vous puissiez garder vos conditions de la même façon. Ne faites plus des grandes dépenses des grandes dépenses. Vous achetez des meubles, vous achetez une voiture. Il ne faut plus faire ces grandes dépenses parce qu'une chose déjà qu'ils regardent, ce sont les dépenses qui sont au-dessus de 1%. Donc, si vous avez une maison qui coûte 100 000 $, vous voulez vous acheter une maison qui coûte 100 000 $, eux, ils vont regarder 1% de 100 000 $, qui est peut-être 1 000 $, et ils vont regarder dans votre statement toutes les dépenses qui sont au-dessus de 1 000 $. Toutes ces dépenses-là, ou bien tous ces mouvements d'argent au-dessus de 1 000 $, ils auront besoin d'une justification. C'est-à-dire que si tu prends du cash, il y a 5 000 $ qui tombent dans ton compte comme ça fait directement un red flag. Ils vont vouloir savoir ces 5 000 $ viennent d'où. Si ce sont des histoires qui viennent peut-être ton direct deposit de ton travail, là, ils sont OK avec ça. Si on te paye 5 000 $ au travail, 10 000 $ au travail, si vous avez des histoires de 401k, si vous avez des histoires comme ça, là, ils sont OK avec toutes ces histoires. Mais si vous avez des grands montants, surtout des montants de cash qui sont en train d'entrer et en train de sortir, qui sont au-dessus de 1%, là maintenant la banque va se poser des questions, vous devez justifier cet argent. Et ils auront leur œil sur votre compte pendant toute cette période-là de 6 mois que vous êtes en train de chercher à vous acheter cette maison. C'est pour ça que quand vous entrez dans cette période-là, ne bougez pas vraiment vos finances parce que ça peut affecter non seulement vos finances, mais aussi votre crédit. Si vous partez peut-être louer des meubles, vous ouvrez maintenant un nouveau crédit. Quand vous ouvrez un nouveau crédit, votre crédit peut-être était à 580. Directement, ça a chuté, c'est arrivé à 540. Quand c'est arrivé à 540, là, ça a changé toutes les conditions. Maintenant, vous devez donner 10%. Maintenant, votre debt to income ratio est encore plus élevé. Donc, les conditions ne sont plus les mêmes et la banque peut changer d'avis. Donc, ce qui est important pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'achat d'un bien immobilier, c'est de mettre un freeze, geler tout. Si quelqu'un vous prête de l'argent avec une condition, disons que votre père ou bien votre mère vous donne 30 000 $ pour vous acheter une maison et ils veulent imposer une condition dans tout ça, c'est OK avec la banque. C'est-à-dire que dans les papiers, quand vous allez acheter la maison, ça va montrer aussi que l'argent vient de votre maman et votre maman a un lien, on appelle ça un lien sur la maison. Ça veut dire qu'il y a une dette de votre mère sur la maison parce que c'est ça qu'elle a voulu faire. Ou bien si c'est un cadeau de votre mère, l'argent peut venir d'elle et là, il n'y aura pas de lien. Personne n'aura de dette, la maison est à vous et tout. Vous n'avez pas de dette sur cette maison vous n'avez pas de ligne que quelqu'un d'autre a mis sur votre maison. Et ça, c'est OK. Donc, prendre l'argent de quelqu'un de votre famille pour vous acheter une maison, la banque va vérifier seulement pour être sûr que tout va bien, mais c'est quelque chose qui est OK. Les credit cards, vous ne pouvez pas utiliser les cartes de crédit. Même si vous avez une carte de crédit de 20 000 $, vous avez une carte de crédit de 50 000 $ et le down payment, c'est 7 000 $. Vous ne pouvez pas partir là-bas et swipe seulement et utiliser votre carte de crédit. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées pour faire un down payment ou bien pour acheter quelque chose, pour payer seulement en général quand vous êtes en train de partir dans la procédure d'acheter une maison. Ce que vous devez faire, vous devez peut-être essayer de voir comment vous allez retirer cet argent et vous devez commencer à retirer cet argent 60 jours avant que vous puissiez vous lancer dans l'achat. Parce qu'il y a des gens même qui ont leur argent en crypto. Ils ont ça en bitcoins ou bien des histoires comme ça. Et ça aussi, ça ne peut pas être utilisé. Ce que vous devez faire, vous devez vendre votre bitcoins, prendre cet argent, mettre ça dans votre compte. Ça doit rester dans votre compte pendant 60 jours
La banque maintenant va voir que pendant tous ces 60 jours, l'argent est resté dans le compte et ça n'a pas bougé. C'est là maintenant que la banque, vous vous lancez maintenant dans la procédure. Et là, la banque ne va pas vous poser des questions sur cet argent. Mais si pendant la procédure, pendant que vous êtes en train de vous lancer déjà dans cette procédure, vous décidez de vendre votre Bitcoin et mettre ça maintenant dans votre compte, la banque ne va même pas accepter ça, ça risque même d'abîmer votre loan. Et la banque voudra que cet argent reste dans votre compte pendant 60 jours pour qu'ils puissent prendre cet argent en considération. Donc, ils ne vont pas accepter cet argent. Vous devez prendre l'argent d'autre part. Et parlons de crédit. En termes de crédit, comme je disais, il y a 3 agences qui donnent le crédit. Il y a TransUnion, il y a Equifax, il y a Experian. Ces 3 agences donnent 3 scores différents de crédit. Et la banque, ce que la banque fait est que, disons par exemple que vous avez un score de 600 avec Equifax, 630 avec TransUnion et vous avez peut-être 680 avec Experian. Donc, si vous avez ces 3 scores-là, la banque va choisir le score qui est au milieu. Donc, le score qui est au milieu des 2 scores, le score le plus petit et le score le plus élevé, c'est ça que la banque va choisir. Et c'est ça le score qu'ils vont considérer dans votre application. Donc, ils vont considérer le 630 là parce que c'est le score qui est au milieu. Ils ne vont pas considérer le 680 et ils ne vont pas considérer le score qui est le plus bas. Et c'est la même chose si vous comptez acheter une maison avec quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont mariés, si vous comptez vous acheter une maison avec votre épouse ou bien votre époux, ça veut dire que vous avez 6 scores de crédit. La banque déjà va regarder entre les deux, il va regarder la personne qui a le score le plus bas. Donc c'est la personne qu'on va prendre en considération. Et le score qui est au milieu, disons peut-être que votre mari ou bien votre femme a un score de 680 et que votre mari a un score le score du milieu est de 630 ou bien 600. La banque va utiliser le score du milieu de votre mari, pas le score élevé de la femme. Donc, quand vous êtes 2 personnes, il faut savoir que quand vous êtes en train de vouloir vous acheter un bien immobilier, la personne qui a le score le plus bas, c'est elle vraiment qui va impacter. Le loan sera basé sur cette personne. Du point de vue crédit, c'est cette personne-là qu'on va considérer. Et en parlant de crédit, il y a quelque chose qu'on appelle le Credit Events. La même chose comme je vous ai dit avec les banques. Quand vous avez un dépôt ou bien de l'argent en train de bouger, vous avez de l'argent qui bouge dans votre compte qui est au-dessus de 1% du prix de la maison que vous voulez acheter. Vous voulez acheter une maison de 200 000 et vous voyez il y a des mouvements de $2000, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un financial event, c'est un red flag qui va pousser à la banque à regarder à l'intérieur et voir, va vous demander de vous justifier. La même chose aussi avec votre crédit. Quand vous avez votre crédit, vous devez éviter maintenant ce qu'on appelle des credit events. Les credit events, pendant cette période que vous êtes en train de chercher à vous acheter cette maison, c'est tout ce qui va entrer dans votre crédit, vous devez pratiquement justifier ça à la banque. Si vous n'avez pas peut-être, disons que vous commencez à chercher une maison et directement, une mois après une semaine, vous voyez qu'il y a directement quelque chose qui apparaît dans votre crédit. Il y a une collection que vous n'avez pas payée, ou bien vous avez fait un paiement qui est late à votre carte de crédit, vous n'avez pas payé votre voiture, vous avez payé late. Toutes ces histoires-là vont créer des credit events dans votre crédit. Et chaque fois que ça entre dans votre crédit, quand la banque va commencer, parce que pendant toute cette période que vous êtes en train de chercher la maison, la banque est en train de prendre un rapport de votre crédit chaque 40 jours, je crois, bien chaque 30 jours. Ils vont vous demander ils vont prendre un nouveau rapport de votre crédit. C'est-à-dire que quand vous avez maintenant des histoires qui sont en train de show up, ou bien qui sont en train d'entrer dans votre crédit, qui est en train de trigger, ou bien ça déclenche un credit event, la banque va vous demander maintenant de vous justifier. Pourquoi vous avez payé cette voiture late? Et parce que vous avez payé late, ça veut dire que ça a impacté votre crédit et votre score est tombé. Et quand votre score tombe, vous voyez déjà où je suis en train d'aller dans tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose, vous devez vraiment faire attention aux credit events. La banque est en train de regarder toutes ces histoires.
Et dans votre crédit, maintenant, la banque, il y a quelque chose qui les sert vraiment, qui est important pour déterminer combien ils peuvent vous donner d'argent. C'est quelque chose qu'on appelle le debt to income ratio. Le debt to income ratio, ça veut dire seulement votre income, l'argent que vous vous faites, comparé maintenant à votre dette. À partir maintenant de votre crédit, la banque sera en mesure de savoir combien de dettes vous avez. Parce que si vous avez des cartes de crédit, les balances de ces cartes seront dans votre credit report. Si vous avez des paiements de voiture, ça sera aussi dans votre credit report. Si vous avez un paiement d'une autre maison quelque part, ça sera là. Si vous avez des student loans, le student loan ici, c'est quelque chose qui est acceptable dans le FHA. Et ça, ce sont des histoires qui sont un peu différentes comparées au conventional loan. Le student loan ici, disons que vous avez un loan vraiment, vous dites que moi, on ne va pas m'approuver par la banque, mon loan est de 200 000 $. Votre loan de 200 000 $ du student loan, il y a seulement 1% de cet argent, je crois que c'est 1%, que la banque peut appliquer dans votre debt to income ratio. Ça veut dire que 1% de 200 000 $, c'est quelque chose comme peut-être 2 000 $. Et ces 2 000 $ là, ça va faire partir maintenant de votre debt to income ratio. Ils vont compter 2 000 $ comme une expense. C'est quelque chose que vous êtes en train de payer chaque mois. C'est-à-dire que même si vous ne payez pas votre student loan, mais tant que ce n'est pas dans les collections, les forbearance et toutes ces histoires, c'est OK. La seule chose qu'ils vont faire, ils vont appliquer 1% de cet argent dans votre debt to income ratio. Et ici, je donne peut-être l'exemple, si vous avez quelques dépenses que vous avez dans votre crédit, disons que vous payez la maison, la voiture, vous payez toutes ces histoires. Là, maintenant, ils vont ajouter à toutes ces dépenses maintenant 2 000 $ de votre student loan. Ça va faire maintenant qu'à la fin, votre dette sera peut-être élevée et peut-être vous n'avez pas assez d'income pour créer un bon debt to income ratio. Mais si, par exemple, vous faites beaucoup d'argent et que vous utilisez même les 2 000 $ là, vous prenez en considération le 1% de student loan, ça ne va pas vraiment vous impacter parce que votre income, vous faites beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des medical bills, c'est-à-dire qu'ils sont partis à l'hôpital et ils ont des grandes factures. Les gens qui vivent à l'étranger, vous savez vraiment comment les factures des soins médicaux sont. Et vous allez voir des gens comme ça dans leur crédit, ils ont des factures de 200 000 $, 500 000 $ de soins médicaux qui est dans leur crédit. Et la banque, dans ce cas ici, ce qu'elle va faire est qu'ils vont utiliser seulement un pourcentage. C'est-à-dire que si vous avez des medical expenses qui sont de 50 000, 100 000, 200 000, n'ayez pas de problème. Même si c'est dans votre crédit, la banque va tout ignorer parce que c'est au-dessus de 2 000 $. Tout ce qui est en dessous de 2 000 $, la banque voudra que vous soyez soit en train de faire un paiement pour repayer ça, soit vous avez payé ça off, vous avez tout payé, ou bien vous êtes... mais ça doit être en bonne condition. Vous devez être là en train de faire des paiements. Et ce paiement-là va compter aussi dans votre debt to income ratio comme un paiement que vous êtes en train de faire. Donc, n'ayez pas peur vraiment des medical expenses, même si vous en avez beaucoup dans votre crédit, les banques vont ignorer ça. Mais si vous avez fait la bankruptcy, vous devez attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant de vous lancer dans cette procédure. Donc, si vous avez une bankruptcy qui était plus de 5 ans, ou bien 3 ans, ou bien 4 ans, lancez-vous dans ça. Mais si votre bankruptcy est récente, comme 1 année, 2 ans, là, la banque va vous causer des problèmes si vous voyez ça dans votre crédit. Si vous décidez peut-être de vous acheter une maison qui coûte 200 000 $ ou bien 400 000 $, disons que vous avez une maison qui coûte 400 000 $. Ça, c'est un peu un exemple pour vous montrer comment ça va un peu se répartir. Si vous avez une maison qui coûte 400 000 $, vous allez voir que votre down payment sera quelque chose peut-être comme 13 000, 7 000, quelque chose. Ça dépend de votre situation. Mais vous aurez un down payment de 3,5%. Vous mettez les 3,5% et après, il y aura quelque chose qu'on appelle le closing cost. Le closing cost, ce sont des costs comme l'argent des avocats. Vous devez avoir un real estate avocat. Et cet argent, souvent, c'est déboursé ou bien c'est de l'argent que vous allez payer à la fin de la procédure, quand vous êtes en train de vouloir close.
dans la maison. Ça veut dire que vous voulez terminer, vous allez signer le contrat et on va vous remettre la maison. C'est là vraiment que vous devez parvenir à la table avec le montant pour le closing cost. Et ça aussi, ce sera des transferts bancaires, c'est jamais du cash. Mais maintenant, vous aurez un paiement que vous allez payer à la banque chaque mois. Le paiement peut être autour de 2200, 2300 dollars pour une maison de 400 000 dollars. Dans ce paiement de 2300 dollars, il y a beaucoup d'histoires qui sont incluses à l'intérieur. Vous avez les taxes qui sont incluses. Vous avez quelque chose qu'on appelle P&I, ce sont les principals. Le principal, c'est la partie de la dette, c'est vraiment l'argent que vous êtes en train de payer pour payer votre dette. Donc la dette de votre maison, c'est ça qui est inclus dans le principal. Et il y a beaucoup de gens qui ajoutent le principal avec l'intérêt, et c'est ce qu'on appelle PI. Donc principal et interest. Ça, c'est un montant. Le interest, la partie interest de cet argent que vous avez donné, c'est une partie qui est tax deductible. Ça veut dire que vous pouvez déclarer cet argent comme perte dans vos taxes. C'est comme ça que les gens se font de l'argent dans le real estate. Vous allez voir que tout cet argent que vous avez donné pendant toute l'année, donc vous avez fait un paiement à la banque de 2200 ou bien 2400 dollars. Mais dans ce paiement, les histoires qui sont incluses dans ce paiement, il y a la possibilité, vous avez cette possibilité de déclarer toutes ces histoires comme pertes à la fin de l'année dans vos taxes. Et c'est là que vous voyez l'avantage de pouvoir acheter une maison au lieu de d'être un locataire. Parce que moi, si je paye 1200 pour ma maison et toi, tu payes 1200 pour ton appartement, dans les 1200 que moi, je suis en train de payer pour ma maison, presque la moitié de ça, je peux déclarer ça à la fin de l'année. Donc, en réalité, le gouvernement me remet cet argent. En réalité, c'est comme si j'ai payé peut-être seulement 500 dollars le mois. Et toi, tu continues toujours à payer tes 1200. Et c'est un peu ça les avantages que vous voyez quand vous êtes en train d'acheter une maison. Donc, il y a les principaux, il y a les intérêts. La partie des intérêts, c'est la partie que vous pouvez déclarer comme perte. Le principal, ça part dans votre equity. C'est la partie de la dette que vous êtes en train d'acheter. Donc, ça compte dans votre equity. Donc, des deux côtés, vous êtes en train de gagner. L'autre côté, maintenant, vous avez le mortgage insurance, MIP, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est le mortgage insurance. Le mortgage insurance, c'est maintenant cette assurance-là que j'étais en train de vous dire. C'est l'assurance que le gouvernement a mis pour s'assurer que vous ayez un loan avec ces conditions qui sont un peu flexibles par rapport aux autres conditions, aux autres loans, ou bien au conventional loan. Donc, cette flexibilité-là que je vous dis, cette assurance, ça a un coût. Ça peut être 200 dollars, 300 dollars le mois. Malgré ça, vous devez aussi payer votre propre assurance pour assurer votre building. Ça aussi, ça sera inclus dans votre paiement de chaque mois. Et puis, il y a les taxes, des histoires comme les taxes qui sont aussi inclus. Bon, parlons maintenant de l'emploiement. C'est que vous devez faire votre travail. Ce que la banque va exiger, c'est 2 ans d'emploiement. Donc, ils vont regarder les 2 dernières années où vous avez travaillé. Ils vont vous demander votre income tax. Donc, ils voudront voir vos papiers de l'income tax, votre TIN. À la fin de l'année ici aux États-Unis, le gouvernement vous donne un rapport. Bon, pas seulement le gouvernement, mais les agences du gouvernement qui vous ont donné de l'argent, votre employeur, les gens avec qui vous avez travaillé, les contracteurs. Si ce sont des montants un peu élevés, ils vont vous donner un rapport pour dire que c'est cet argent, tu as dépensé ce montant ici pour faire le business avec nous, si vous êtes un contracteur. Si vous étiez peut-être quelqu'un qui reçoit de l'argent du social du gouvernement, le gouvernement va faire un rapport pour te dire que toute cette année ici, on t'a donné ce montant ici d'argent. Donc, vous aurez tous ces rapports à la fin de l'année et c'est avec ça que vous allez préparer vos taxes à la fin. Et quand vous préparez vos taxes, eux, maintenant, les mortgages, et votre employeur aussi fait la même chose. Il va vous dire que toi, ton salaire, c'était 60 000 dollars l'année. Ça, voici notre rapport, votre synthèse de tous les paiements qu'on vous avez fait pendant l'année et toutes les taxes que tu as fait. Donc, c'est un détail vraiment de tout votre argent. Et ça, c'est ce que vous allez utiliser pour faire vos taxes à la fin de l'année. Et c'est là que vous voyez que les gens font leurs taxes et il y a des fois, vous devez de l'argent au gouvernement ou vous les payez.
Et il y a des fois où le gouvernement voit que tout va bien et ils vous remettent cet argent. Donc ça, c'est un peu ça les taxes aux États-Unis. Donc la banque voudra voir maintenant ce papier-là. C'est-à-dire que quand vous achetez, vous êtes en 2022, vous voulez vous acheter une maison, la banque va vous demander de voir vos taxes parce que la période de taxes 2022 de cette année ici a déjà commencé. On est au mois d'avril. Donc ils vont vous demander de voir les taxes de cette année, comme c'est déjà passé. Si ce n'était pas encore passé, ils vont vous demander les 2 dernières années pratiquement. Les 2 dernières années des taxes et c'est là qu'ils vont voir combien vous avez fait. Et ici, c'est quelque chose qui est encore très important quand vous êtes en train de vous lancer, quand vous êtes en train de compter vous lancer dans le real estate investing. Parce que votre taxe va déterminer aussi votre debt to income ratio. Vos taxes, quand vous êtes en train de faire vos taxes, vous êtes en train de reporter votre income. Et si quand vous êtes en train de reporter votre income, vous mettez beaucoup de dépenses ou bien vous mettez beaucoup d'expenses pour faire descendre votre income pour payer moins de taxes, vous devez faire vraiment très attention parce que vous pouvez faire descendre votre income à un niveau où la banque va regarder et va dire que « Oh, toi, tu nous déjà regardé, on a revu dans tes taxes, tu as dit que tu as payé 60 000, on te payait en tout, tu as fait 60 000 $ dans l'année, mais nous sommes en train de regarder tes expenses ici, tu as déclaré 40 000 $ de pertes. Ça veut dire qu'en réalité, tu fais seulement 20 000 $ l'année. Et 20 000 $ l'année, ça ne va pas vous prendre, vous n'allez pas vous acheter une bonne maison avec. Donc, quand vous êtes en train de compter, vous acheter une maison, faites attention dans vos taxes de ne pas déclarer beaucoup d'expenses. Déclarez moins d'expenses, comme ça va garder votre income à un bon niveau et ça va vous permettre de qualifier pour des maisons qui coûtent un peu plus cher. Donc faites vraiment attention à ce que vous êtes en train de déclarer à vos taxes. Ne déclarez pas beaucoup de pertes dans une année. Si vous avez beaucoup de pertes que vous avez fait dans une année, essayez d'amortiser, faites les depreciation over the years, utilisez une petite partie de cet argent. Parce que c'est comme ça aussi dans le real estate. Dans le real estate, on vous permet, le gouvernement vous permet de depreciate la valeur de votre maison pendant 27 ans. C'est-à-dire que si vous avez une maison de 400 000 $, vous prenez 400 000 $ divisé par 27,5 et cet argent-là, ce montant-là, c'est cet argent que vous pouvez déclarer comme perte pendant toute cette année, pendant 30 ans. Il y a des gens même qui font ça un peu accéléré, au lieu de mettre ça à 35, ils font des depreciation accélérées en 5 ans, 7 ans, et ils sont en train de... Bon, ça c'est les gens qui ont beaucoup d'argent, parce que comme je vous dis, ça va impacter votre income to debt ratio. Et si vous vous demandez pourquoi les riches ne payent pas beaucoup de taxes, il y a d'autres qui se lancent dans le real estate et ils font des depreciation de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des pertes. Même quand ils se font de l'argent, ils auront toujours des pertes parce que leur depreciation est déjà très élevée. Mais ils ont assez d'argent de côté pour acheter encore d'autres real estate. Si toi tu fais cette même erreur et que tu n'as pas assez d'argent d'income, ça va faire descendre ton income et tu auras des difficultés d'acheter une deuxième maison ou bien une troisième maison. Donc ça c'est pour les gens qui sont en train de penser à investir pour gagner du cash dans le real estate. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est le debt to income ratio. On a déjà parlé de ça. C'est ce qu'on appelle affordability. Combien vous serez en mesure de payer. Il y a plusieurs calculatrices en ligne qui peuvent vous aider à déterminer votre debt to income ratio. Si j'ai l'occasion, je vais mettre peut-être un lien dans la description où vous pouvez aller dans ces sites et vous mettez maintenant vos expenses et vous essayez de calculer et vous allez voir que ces calculatrices vont vous dire maintenant combien, ils vont vous donner une estimation de combien ça va vous coûter pour vous acheter une maison dans un terme de 30 ans, de 40 ans, que ce soit un FHA, que ce soit... Donc il y a des outils comme ça qui sont en ligne que vous pouvez utiliser, vous pouvez jouer avec et ça va vous permettre d'estimer un peu combien ça va vous coûter pour vous taper une maison. Mais en gros, le debt to income ratio, disons peut-être que vous êtes un Africain, vous vivez ici aux États-Unis et vous avez peut-être, disons, 60 000 $, c'est ça votre income chaque mois, 60 000 $. Et le debt to income ratio, c'est un peu comme ce que j'avais dit la fois passée quand j'étais en train de parler du cap rate. C'est que les banques sont en train de faire à peu près, ils vont prendre 60 000 $.
Dans 60 000 dollars, on sous-entend ici que la moitié de ton argent, c'est ce qu'on appelle la règle de 50%. La moitié de ton argent va partir dans les expenses, dans les dépenses. C'est-à-dire que dans les 60 000 dollars, ils vont considérer déjà que 30 000 dollars vont partir dans les dépenses. Donc, ça veut dire que vous êtes resté vraiment en réalité avec un autre 30 000 dollars. Ce 30 000 dollars-là, ils vont diviser ça maintenant par 12 mois. Et c'est le montant quand ils vont diviser par 12 mois, ça va les donner un certain montant. Et c'est ce montant-là qu'ils vont dire que, ok, toi, tu es capable de trouver une maison où tu vas payer ce montant. Vous, maintenant, vous partez en ligne, vous partez dans Zillow, dans des trucs comme ça. Vous regardez les maisons. Et dans toutes les maisons que vous allez voir sur Zillow, on va vous montrer un estimate de votre paiement chaque mois. Et vous regardez maintenant combien la banque vous a approuvé. Si la banque a dit que je peux trouver une maison de 2400, vous regardez là-bas, vous voyez que cette maison ici, c'est 1000 dollars. Ça veut dire que je peux trouver encore une meilleure maison. Vous continuez à chercher jusque quand vous allez trouver peut-être une maison où le paiement est de 2000 dollars et vous vous dites que, ok, ça c'est un peu un paiement que j'aime beaucoup la maison. C'est une maison qui est plus grande, mais elle coûte plus cher, oui, mais la banque a dit que c'est bon. Et c'est là que vous allez prendre une maison comme ça. Donc, le debt to income ratio, c'est quelque chose vraiment qui est important. Et comme je dis, quand vous vous lancez dans le real estate investment, l'argent, le potentiel que vous allez faire dans votre real estate en cash flow, la banque ajoute ça maintenant dans votre debt to income ratio. Dans l'exemple que je vous ai donné dans l'épisode passé, où je vous disais que je me fais peut-être 1200, 1200, 1200 à chaque niveau, ça veut dire que si je décide maintenant de partir quelque part d'autre et d'acheter un nouveau real estate, avec l'argent déjà que je me fais avec mon boulot, et ici j'ai peut-être un make-up ici et là, disons que je me fais 60 000 dollars maintenant à mon boulot, un exemple seulement, et j'ai mes copes que je fais d'autre part, où je suis en train de faire un peu d'argent dans mon business et tout ça, et j'ai acheté maintenant un multi-unit pour investir. L'argent, les 1200, 1200, 1200 que je suis en train de faire dans mon building, si je décide maintenant d'aller m'acheter une nouvelle maison, la banque va prendre maintenant ces 3600 et il va ajouter ça maintenant à mon income. Vous allez voir maintenant que je serai en mesure de m'acheter quelque chose encore de plus grand. Parce que cet argent-là, maintenant que je me fais à mon building, ils ne prennent même pas en considération la moitié en expense. Tout cet argent-là, ils mettent ça dans mon income. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment powerful quand vous vous lancez dans l'investissement du real estate. Parce que ça va vous permettre maintenant de financer les achats maintenant d'autres maisons que vous comptez vous acheter dans le futur.